Alors, la tâche sera difficile de parvenir à vous dire tout ce que je voudrais vous dire en 1 heure à peine, mais je vais essayer d'aller au plus vite. Il est important, essentiel même, que chacun d'entre nous, chacun qui est présent ici, mais chacun aussi qui regardera l'enregistrement vidéo de cette intervention, comprenne que cette tyrannie mondialiste sous prétexte sanitaire revêt un caractère profondément eschatologique. C'est un combat eschatologique. Ça signifie que c'est un combat fondamental entre les ennemis de Dieu et la foi catholique et notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui organisent ce combat mondialiste, eux en ont conscience. Hélas, trop souvent, ceux qui combattent la dictature sanitaire, qui n'est en fait que le vernis de la tyrannie mondialiste, et même ceux qui comprennent que derrière la dictature sanitaire, il y a un plan mondialiste, trop souvent ne mesurent pas l'aspect anti-religieux, la dimension eschatologique de cette bataille. Or, comme je vous le dis, non seulement nos adversaires, eux, en sont conscients, mais tous les éléments s'additionnent pour que ceux qui doivent le comprennent dans notre camp y compris. Je rappelle, par exemple, qu'avec le confinement, nos adversaires en ont profité pour s'attaquer directement, immédiatement, à la messe. Que ce n'était pas hasardeux, que cela ne visait pas non plus de la même façon l'ensemble des croyances religieuses. Faut-il rappeler, hélas, trop souvent les gens ont la mémoire courte, mais que lors du premier confinement, des documents ont fuité, démontrant que dans certaines préfectures, il existait des consignes officielles pour laisser aux croyants de la synagogue un peu plus de liberté d'assister à leurs pratiques religieuses que pour les catholiques. Faut-il rappeler que par 2 fois, à travers cette tyrannie mondialiste sous prétexte sanitaire, les catholiques ont été privés des célébrations de la fête de Pâques. Le moment liturgique le plus important pour les catholiques. Et que, à contrario, quelques jours à peine après les célébrations de Pâques 2021 dont les catholiques ont été privés dans leur ampleur naturelle, les musulmans bénéficiaient de largesses pour la période du Ramadan. Donc, je rappelle aussi que M. Véran, ministre de la Santé, a considéré que l'avortement était un thème essentiel pour résoudre la crise sanitaire, puisque à l'Assemblée nationale, en extrême urgence, il a fait passer, dans le cadre des mesures sanitaires, la légalisation de l'avortement jusqu'au dernier jour de la grossesse. Peut-on croire un seul instant que cet élément résolvait de quelque façon la propagation du virus du Covid-19 ? C'est bien une preuve supplémentaire de l'aspect profondément eschatologique de cette bataille, de la volonté de nos adversaires de s'en prendre directement, non seulement à tous les commandements de Dieu, mais à tout ce qui est la loi naturelle.
De la même façon, je rappelle que dans les EHPAD, nos adversaires se sont bien servis du prétexte du Covid-19 pour propager l'euthanasie à travers l'usage du Rivotril. Car bien sûr, n'est-ce pas naturel que pour préserver nos personnes âgées dans les EHPAD du danger de mourir du Covid-19, leur éviter la souffrance par l'euthanasie à travers le Rivotril. La démonstration n'est-elle pas limpide, n'est-ce pas, d'un point de vue médical et scientifique? Nous sommes, et cela se traduit aussi chez nous, spécifiquement, en République française, nous sommes dans une dimension complètement manipulatoire, à travers, de façon combinée, la soi-disant lutte contre le séparatisme. Cette lutte contre le séparatisme, elle est arrivée de façon concomitante avec l'opération de tyrannie mondialiste sous prétexte sanitaire. Et là encore, que d'aberration. Pour lutter contre le séparatisme, il fallait déclarer la guerre à l'école à la maison et à l'école hors contrat. Et quand même, de préférence, à l'école hors contrat catholique, plus qu'à tout autre. Et les écoles hors contrat, en ce moment, en vivent les premiers effets. Or donc, le séparatisme, aujourd'hui en vérité, mais c'est l'État qui nous l'impose. Le séparatisme, c'est bien l'État qui, en ce moment, est en train de l'organiser à travers un véritable apartheid qui a été annoncé le soir du 12 juillet 2021 par Emmanuel Macron sur les chaînes de télévision. Les mesures sanitaires proposées par Emmanuel Macron, c'est bien l'installation de l'apartheid en France, puisqu'il y a désormais les Français non vaccinés et les Français vaccinés. Et que les Français non vaccinés sont des êtres inférieurs en République française en 2021. Sur les frontons de tous les bâtiments de la République, on nous écrit et on nous proclame comme une devise extraordinaire devant laquelle il faudrait s'agenouiller avec respect infini, liberté, égalité, fraternité. Mais la liberté, où est-elle? Elle a disparu entièrement pour tous les non-vaccinés. Et d'ailleurs, même pour les vaccinés, cette liberté est extrêmement réduite puisqu'on nous fait savoir que de toute façon, vacciné ou pas vacciné, vous devez continuer à respecter toutes les autres restrictions sanitaires. Je reviendrai d'ailleurs avec un document officiel. Après la liberté et l'égalité, mais on vient de le voir, il n'y a plus d'égalité puisque les non-vaccinés sont des êtres inférieurs en République française en 2021. Quant à la fraternité, mais il suffit de voir la haine dans les discours tenus à la télévision par tous ceux qui nous parlent de l'obligation vaccinale. Il n'y a plus de fraternité de la part de ces gens-là puisqu'ils haïssent profondément tous ceux qui refusent de se soumettre aux dictats imposés aujourd'hui par nos mondialistes à travers le prétexte sanitaire. La bave leur coule aux lèvres, comme on l'a vu avec le Chypre, le directeur de programme de BFM TV, demandant ni plus ni moins à la télévision qu'on vienne saisir entre deux policiers ou gendarmes et menacer les non-vaccinés avec les dents, disait-il même, dans une surenchère d'épouvante. Où est-elle, cette fraternité? Chez les francs-maçons, dans les loges, sans doute, mais il n'y a pas d'autre fraternité aujourd'hui en France sous couvert de la République. Mais où sont donc d'ailleurs aussi tous les professionnels de la lutte contre les discriminations? Remplacer le mot non vacciné par le nom d'une autre minorité. Oserais-je dire par le nom d'une minorité en 4 lettres, et vous auriez immédiatement toutes les polices de la pensée qui se dresseraient comme un seul homme pour assigner
tous les teneurs des propos devant tous les tribunaux de France et de Navarre. J'en viens maintenant à ce projet de Great Reset. Je veux insister sur celui-là pour faire suite à la conférence du Père Joseph et aux projets de société utopique qui ont traversé finalement, comme le Père Joseph nous l'a montré, l'histoire de la civilisation, quasiment, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Des projets de société utopique ont régulièrement été avancés. Mais le Great Reset en est bien la dernière émanation, à la différence des précédentes, que ce Great Reset est promu par ni plus ni moins que ceux qui se veulent aujourd'hui les maîtres du monde, puisque le Great Reset est officiellement présenté par le Forum économique mondial de Davos et son grand prêtre Klaus Schwab. Le Forum économique mondial de Davos, ce n'est pas une petite officine ridicule qui s'est dotée d'un nom prestigieux. Non, il s'agit bien véritablement du rendez-vous de toutes les soi-disant élites gouvernementales à travers le monde. Du prince Charles d'Angleterre à tous nos gouvernants de l'ensemble de la planète, on se bouscule au Forum économique mondial de Davos pour venir chercher les consignes, débattre des mesures à appliquer pour suivre les recommandations de ceux qui sont les maîtres du monde, ou qui en tout cas ont la prétention de l'être. Et ce Forum économique mondial de Davos, à travers le Great Reset, que veut-il nous imposer? Mais oui, c'est bien cette société utopique dont il a été question, mais cette société utopique, désormais mise en application. Nous ne sommes plus simplement dans des écrits de gens qui délirent, qui ont des idées saugrenues. Cette fois-ci, ce sont des décideurs qui ont bien l'intention que ces utopies soient mises en application. Le Great Reset, qui est un volume consultable. Non, le Great Reset n'est pas une invention des complotistes, des conspirationnistes que nous sommes selon les différents médias qui parlent de nous en ce moment. Klaus Schwab a rendu disponible son ouvrage qui définit l'ensemble des mesures du Great Reset. Chacun d'entre nous peut facilement le consulter. Non seulement on peut acheter le livre, mais on peut télécharger facilement la version PDF pour prendre connaissance de l'ensemble des mesures préconisées par le Forum économique mondial de Davos. Et on s'aperçoit que ces gens-là se réjouissent de l'ensemble de la crise qui se met en place. Quand on nous parle des faillites qui vont nécessairement surgir et se multiplier dans le cadre des conséquences directes des différents confinements et des restrictions sanitaires, mais le Forum économique de Davos, avec cynisme, s'en réjouit, parce qu'il explique bien qu'il y a aujourd'hui un trop grand éparpillement de l'activité commerciale, des restaurants, et que le progrès, la vision de cette utopie du Great Reset, c'est de rassembler tout ça dans peu de mains, dans des grandes chaînes qui, sur la planète entière, sont uniformes. Les mêmes enseignes alimentaires, vestimentaires, etc., doivent se retrouver partout. Et donc la classe moyenne, le petit commerçant, le petit patron de petites entreprises, ce sont des hommes à abattre pour ces gens-là. Ils gênent le déploiement de ce projet de société utopique qu'est le Great Reset. Donc ils n'ont absolument aucune larme à verser par rapport à toutes ces faillites. Quand j'entends des gens se dire «
Mais quand même, nos gouvernants ne peuvent pas se réjouir de voir cette situation économique. Il y a un endettement, mais ces gens-là se fichent de cet endettement parce que cela vise une étape beaucoup plus importante d'un projet global. Je rappelle d'ailleurs au passage que dès le premier confinement, il fallait observer les activités en bourse. On nous a dit « Ah mais regardez, des compagnies aériennes connaissent un tel effondrement de leurs activités que leur valeur en bourse s'effondre. » Oui, mais regardez aussi à quel point les 200 familles se sont réjouies de pouvoir acheter au plus bas les actions qui, en quelques mois, remontaient évidemment et leur permettaient des bénéfices plantureux, inimaginables jusqu'il y a peu. Toutes les grandes familles, les Rothschild, les Rockefeller, les Arnault, se sont précipitées pour acheter chacune des centaines de millions parfois d'actions de leur propre groupe et faire des bénéfices gigantesques. Le Great Reset, évidemment, c'est aussi le projet de salaire universel. Là encore, c'était une utopie dont le Père Joseph nous a montré que, d'une certaine façon, elle était déjà citée précédemment. Mais cette fois-ci, on nous dit que il faut envisager que l'endettement général qui est la conséquence de cet effondrement au nom de l'épidémie sanitaire, eh bien, il faut peut-être que la collectivité entière en paye la note. Donc, dans le programme du Great Reset, eh bien, on dit, il faut le lire, que si jamais les États ne sont pas en mesure de faire face à l'effondrement économique, à la faillite économique qui suit la crise sanitaire, si les banques ne sont pas en mesure de faire face aux conséquences des faillites et des non-remboursements des prêts, eh bien, il faut aller chercher l'argent chez vous, bien sûr, chez vous. Pour les épargnants, il faut permettre éventuellement, si les banques ne peuvent plus faire face au non-remboursement des prêts, il faut permettre de s'en prendre à votre épargne. Mais oui, c'est dans le Great Reset. Et si les États ne sont plus en mesure de faire face à l'endettement, eh bien, il faut même envisager qu'on s'en prenne à vos propriétés. On remet en cause même le droit de propriété dans le Great Reset. Et je rappelle que déjà, c'est mis en application partielle en ce moment, puisque vous avez, je pense que c'est en Espagne ou en Italie, Espagne, qu'on a fait voter une toute nouvelle loi permettant la réquisition de vos biens pour faire face aux difficultés de l'État suite à l'épidémie du Covid. C'est déjà un premier pays qui vient de le mettre en place. Donc ce n'est plus une utopie au sens strict du terme. C'est une utopie parce que, évidemment, ça n'est pas tenable. Mais je veux dire qu'on passe non plus en phase théorique, mais aux premières étapes de la phase d'application. De la même façon, je rappelle qu'en France, des parlementaires ont proposé, lors de débats en assemblée, que les personnes qui feraient usage de méthodes réfractaires à l'égard des recommandations sanitaires puissent être privées de leur compte en banque. Cela a été évoqué en France, en assemblée parlementaire. Des parlementaires ont proposé que l'on bloque
les comptes bancaires des réfractaires aux recommandations sanitaires. De la même façon, d'autres parlementaires ont demandé que les réfractaires aux restrictions sanitaires ne puissent plus bénéficier de la sécurité sociale. C'est l'apartheid. Je rappelle aussi que derrière le Great Reset, il y a un plan très officiel qui est la société sans contact, que je veux développer quelque peu devant vous. Parce que la société sans contact, elle prévoit donc que l'on redéfinit entièrement le moindre détail de votre vie quotidienne, professionnelle, culturelle, sociale, toutes vos relations, de façon à ce que vous n'ayez quasiment plus aucun contact direct avec un autre être humain. Alors vous me direz, là on est en plein dans l'utopie. Et une telle utopie, mais elle ne peut pas se réaliser, ce n'est pas possible. Sauf que la Corée du Sud est déjà, depuis plusieurs mois, le laboratoire de la société sans contact. Et qu'ils ont débloqué, en Corée du Sud, des sommes gigantesques pour mettre ce modèle de société sans contact en application. Concrètement, eh bien, en Corée du Sud, dans cette société sans contact, il n'y a donc plus que le télétravail. On ne se rend plus au siège de son entreprise pour travailler. Désormais, c'est dans tout ce qui participe au laboratoire de société sans contact, c'est le télétravail. Vous restez chez vous, tout se passe devant un écran. Vous avez besoin d'un rendez-vous bancaire? Pas de problème. Vous le prenez devant votre écran. Vous ne pouvez pas avoir de rendez-vous auprès de votre institution bancaire avec un être humain. Vous aurez devant votre écran une personne qui vous répondra au mieux, voire un robot qui vous répondra à la place d'une personne humaine, mais tout se passe d'écran à écran. Vous voulez aller au restaurant, parce que vous en avez droit, vous avez vos 15 injections, vous savez, les 4 de l'année 2021, plus la spéciale grippe, la spéciale oméga, delta, lambda, etc. Bon, bêta. Donc vous vous retrouvez à ce moment-là avec l'envie d'aller au restaurant. Mais dans la société sans contact, qui se met en place en Corée du Sud, pas de problème. Vous vous installez à table et un robot vient prendre votre commande. Ce robot se rend à la cuisine. Un autre robot y dépose sur un plat votre commande. Le robot qui est venu chercher votre commande vous ramène votre plat. Et vous avez été au restaurant sans jamais voir un seul être humain au niveau du personnel de ce restaurant. Vous savez que depuis les différents confinements en France, on a vu la multiplication des livreurs. Je suppose que dans la salle et parmi tous ceux qui nous regardent, vous avez certainement vu cette multiplication de livreurs à mobilette, à trottinette, à vélo, l'ubérisation. Tous sont là pour vous livrer vos pizzas, vos hamburgers, parce qu'évidemment, plus on reste chez soi, moins on cuisine en plus. Le télétravail, c'est tellement formidable, vous restez tellement chez vous, que vous en faites de moins en moins chez vous. Donc, la femme libérée du travail en entreprise se retrouve tellement soucieuse en télétravail qu'elle n'a plus le temps de faire à manger. Donc, elle passe commande
auprès d'une société qui envoie un livreur. Un être humain quand même. Bon, souvent les livreurs en France sont issus de l'immigration clandestine, au passage, mais c'est un détail. Mais en société sans contact, votre livreur, c'est un drone. En Corée du Sud, le livreur qui vous apporte votre plat préparé, c'est un drone. Donc vous voyez, dans cette société sans contact dont la Corée du Sud est le laboratoire actuel, rien n'est laissé au hasard. Alors vous me direz bien sûr, mais et la famille? Bon, oui, enfin, pour le développement de l'humanité, on ne peut quand même pas se priver de toute relation humaine. Il faut quand même bien faire connaissance avec une personne pour permettre qu'il y ait une union. Oserais-je parler de mariage, parce que dans la société utopique du Great Reset, le mariage n'a guère d'importance, bien sûr, mais en tout cas, il faut quand même envisager une union pour permettre la continuité de l'espèce humaine. Mais non, dans la société sans contact, on peut envisager les choses très différemment, parce que on n'y est pas encore parfaitement arrivé, mais l'objectif, c'est l'utérus artificiel, évidemment. C'est que la procréation soit entièrement artificielle. La sexualité aussi, mais détachée de la procréation. Pour tout ce qui relève de la sexualité, il y aura les robots. Et pour tout ce qui relève de la procréation, il y aura aussi les robots, puisqu'ils auront rôle d'utérus artificiel. Ce n'est pas une divagation de ma part. Tout ça est théorisé et tout ça est en marche. Cette société sans contact, mais c'est la société de l'enfer. C'est véritablement la mise en application d'un plan luciférien qu'on vous présente comme une façon d'échapper définitivement à tout risque d'épidémie, de maladie, etc. Parce que, bien sûr, M. Attali, qui sait tout, l'oracle par excellence, vous l'a prédit, nous allons connaître une succession interminable durant 10, 15, 20 ans d'épidémies, de confinement, de reconfinement, de re-reconfinement. Sans compter que M. Schwab vous a aussi annoncé, lui, qu'il y a bien plus grave encore que l'épidémie d'un virus. Il y a la cyber-épidémie, la cyber-attaque générale qui devrait, à un moment, bloquer une grande partie du matériel informatique, des échanges numériques à travers la planète. Et du reste, observez que le Forum économique mondial de Davos met régulièrement la main à la pâte pour vérifier que ça se mette en place, puisqu'il a organisé, il y a 1 mois et demi, 2 mois, une première simulation de cyber-attaque générale. Comme il avait d'ailleurs, au passage, je sais que je suis complotiste, mais quand même, les faits sont les faits, organisé avec Bill Gates et ses petits amis en octobre 2019, une simulation de pandémie. Mais c'est bien sûr parce que ces gens-là sont visionnaires, n'est-ce pas? Il n'y a pas de corrélation, non, jamais. Donc, comprenez que nous sommes vraiment face à une vision totalement luciférienne et que la suite de cette robotisation à travers la société sans contact, c'est le transhumanisme, évidemment. Là aussi, c'est un projet qui est de plus en plus abouti, qui s'est amorcé toujours sous l'apparence d'un bien. C'est vous dire, bon, écoutez, vous voyez, tous ces soldats qui reviennent de la guerre d'Irak, de Syrie, qui ont perdu un bras, une jambe, si on leur greffe un bras ou une jambe reliée à une puce dans le cerveau
pour pouvoir commander directement l'utilisation de ce membre artificiel. C'est quand même génial pour cette personne qui est désormais amputée. L'apparence d'un bien. Mais ensuite, au-delà de cette première étape de la recherche de l'utilisation du matériel augmenté, c'est l'idée même que l'homme doit devenir immortel. C'est la rupture totale avec la création. L'homme se fait Dieu. Les scientifiques se substituent à Dieu. Leur plan est que la création de demain est l'œuvre des scientifiques et non plus de Dieu. L'homme artificiel, parce que chaque élément naturel, biologique défaillant se trouve petit à petit au gré de votre avancement dans l'âge, remplacé par un élément cybernétique. De façon que, peut-être qu'à l'âge de 350 ans, quand le transhumanisme sera arrivé plus loin dans ses développements, à l'âge de 350 ans, il ne vous restera peut-être qu'une partie une moitié de cerveau sur l'ensemble d'un corps robotique, mais il s'agira d'un cyberhumain qui est augmenté par le projet transhumaniste. Vous comprenez bien que c'est la négation complète du plan de Dieu. C'est la négation complète de l'humanité telle que voulue par Dieu. C'est une utopie, parce que il n'y a aucune tyrannie, fût-elle à ce point développée d'un point de vue technologique, qui ne peut tenir éternellement. Et parce que c'est une telle offense à Dieu que cela doit s'effondrer à un moment. Mais cela n'évite pas que nous en subissions les premiers effets. Et l'histoire de l'humanité montre que, hélas, les peuples qui ont souvent été défiants à l'égard de Dieu doivent parfois subir des tyrannies pendant plusieurs décennies. Le temps étant compté, je vais maintenant essayer de vous livrer des réflexions sur la façon de réagir à tout cela. La façon de nous opposer à cette tyrannie mondialiste sous prétexte sanitaire. Bien sûr, M. Macron a plongé le pays dans une forme de terreur. Et cette terreur, elle est pensée. C'est une tactique. Nous avons en France un héritage de terreur, n'est-ce pas? Eh bien, la terreur, elle prend aujourd'hui une nouvelle forme. Elle n'est pas immédiatement aussi sanguinaire que celle qui a visé les Chouans et les Vendéens, mais il y a bien, de la part de la République, une volonté de mettre en place une forme de terreur. Et du reste, comme avec la Révolution française, l'influence de la France se propage à l'extérieur de ses frontières, puisque au lendemain de la déclaration d'Emmanuel Macron sur son projet d'apartheid, différents pays de par l'Europe ont débattu de mesures identiques. Comment donc y réagir? D'abord, certainement pas en démissionnant, ni en cédant, ni en se joignant aux troupeaux qui se massent devant les centres de vaccination. De grâce, tenez bon. Que vous soyez ici présent ou que vous m'écoutiez par vidéo interposée, quelles que soient les menaces auxquelles vous êtes confrontés, de grâce, tenez bon, ne cédez pas. Je vais rappeler quelques chiffres qui sont éloquents.
De la part de M. Véran lui-même, ministre de la Santé, ces chiffres sont donc officiels. Il y a, dit-il, en milieu hospitalier, 40% de non-vaccinés parmi les soignants. Et dans les EHPAD, c'est à peu près 50% du personnel qui n'est pas vacciné. La menace donc de priver ces gens de leur salaire et de les licencier est une menace qui n'est pas tenable si ces gens se montrent solidaires, soudés et refusent de céder. Imaginez un seul instant que l'État se sépare de 40% de ses soignants en milieu hospitalier, de 50% de son personnel en EHPAD. Mais c'est tout le système qui s'effondre d'un bloc. C'est intenable. La force de notre adversaire, c'est de nous saucissonner par des annonces régulières qui visent à nous terroriser. Mais si ces 40 à 50% de soignants se montrent soudés, fermes, déterminés, c'est intenable. De la même façon pour les pompiers, je sais et j'entends beaucoup de témoignages de pompiers, d'officiers pompiers, me dire à quel point ils sont harcelés par leurs supérieurs, menacés d'être privés de leur salaire, voire licenciés, d'être mis en congé maladie avec des pertes évidemment importantes de leur rentrée financière, alors qu'ils sont pères de famille, qu'ils ont des traites, qu'ils ne savent pas comment y faire face. Mais regardez l'actualité toute récente. Avant que débute cette université d'été, en Allemagne, en Belgique et même dans quelques villes de France, des inondations d'une gravité très importante ont frappé ces pays. Il y a des centaines de morts en Allemagne. Il y a une centaine de morts et des centaines de disparus en Belgique. Des provinces entières de ces pays ont été inondées. Des quartiers entiers se sont effondrés. Croyez-vous un seul instant que dans ces moments-là, dans ces pays-là, il s'est trouvé une seule personne pour demander à ces pompiers s'ils étaient vaccinés ou non? Imagine-t-on un seul instant qu'il s'est trouvé un ministre, un député, une autorité de pompiers pour leur dire « Ah, vous n'êtes pas vaccinés, vous ne partirez pas en mission ?» Imagine-t-on un seul instant que dans un tel cas, les sinistrés ne doivent pas compter sur le moindre homme, le moindre volontaire? Un pays qui se priverait dans de telles situations de ses pompiers, c'est un pays dont les hommes politiques seraient forcés à la démission dans les semaines qui suivent, parce que leur responsabilité personnelle serait immédiatement liée aux conséquences directes d'avoir réduit de façon importante les effectifs d'un service essentiel à la nation. Et l'armée, mais là aussi, soyons sérieux, bien sûr on peut mettre les militaires, les hommes de rang comme les officiers sous pression. Bien sûr on peut momentanément les déplacer dans des services moins valorisants. Mais imaginez un seul instant que demain, il y ait pour la France une raison d'avoir une grande mission d'opération extérieure qui nécessite de déployer un grand nombre d'hommes. Vous voyez un peu, parmi les contingents de la Légion étrangère et des régiments parachutistes, cette annonce que les non-vaccinés resteront sur le tarmac et que les effectifs ne seront pas complets pour partir en mission dans le cadre d'une nécessité impérieuse qui s'impose
de déployer un effectif militaire important? Ce ne serait bien sûr pas tenable un seul instant. Les propos visant à nous terroriser ne tiennent que parce qu'il n'y a pas pour l'instant de situation particulièrement grave qui nécessite que ces différents corps de l'État doivent tous être sur le terrain. Mais y aurait-il une seule catastrophe, un seul conflit, un seul grand accident dans une entreprise chimique, nucléaire, bactériologique en France, et il serait impensable et impossible que l'on mette en application les propos terrorisants de M. Macron. Donc, restez soudés, refusez de céder, demandez à vos supérieurs qui cherchent à vous imposer cette vaccination, demandez-leur de vous signer un document écrit, signé de leurs mains, vous imposant cette obligation vaccinale. Et vous verrez à quel point ils feront un pas en arrière. Parce que nul de ces supérieurs qui viennent vous intimider n'est prêt à endosser la responsabilité des effets secondaires ultérieurs de cette vaccination. Et nul de ces supérieurs n'est prêt non plus à encourir les responsabilités devant un tribunal lorsque nous irons déposer des recours pour démontrer que cette obligation vaccinale contrevient à toutes les réglementations nationales, européennes et internationales. Donc tenez bon, ne vous laissez pas saucissonner, ne vous laissez pas impressionner, ne démissionnez pas. Nous devons aussi avoir en tête que notre cellule juridique, et nous ne sommes bien sûr pas les seuls sur ce terrain, d'autres évidemment l'organisent également, mais le recours juridique fait partie de la bataille qui va se livrer dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochains mois, pour montrer que les propos de M. Macron sont inqualifiables et intenables et ne peuvent pas être mis en application. Vous voyez, au passage, cette situation est aussi la démonstration que la disparition des corporations est d'une grave conséquence dans la riposte que nous pouvons mettre en place. Quand il n'y a plus de corps intermédiaires, quand il n'y a plus de corporations, il est beaucoup plus difficile, évidemment, de lier au sein d'une même activité professionnelle tous ceux qui sont préoccupés par les mêmes menaces. En situation de corporation, en situation où des corps intermédiaires existent de façon naturelle, comme cela a été le cas précédemment, eh bien ces corps intermédiaires auraient pu permettre que ces 30 à 40 à 50% selon les catégories professionnelles se liguent beaucoup plus facilement pour riposter ensemble. Et c'est aussi quelque chose que nous devons avoir en tête, c'est qu'il faut rétablir les corps intermédiaires pour pouvoir faire face à l'adversité. Nous ne devons pas non plus évincer une hypothèse qui n'est pas nécessairement toujours bien comprise dans nos milieux, mais c'est la grève. Parce que imaginez un seul instant que dans un hôpital, le personnel soignant menacé de voir son salaire bloqué se met en grève. Croyez-moi, dans la situation actuelle, ça ne durerait pas très longtemps. La situation est déjà extrêmement tendue. Le milieu des soignants connaît déjà de nombreuses démissions et l'hypothèse que 30, 40, 50% du personnel soignant se mette en grève réduirait immédiatement à néant toute la menace de M. Macron dans ce domaine.
Songez aussi à l'importance du boycott économique. C'est une arme qui est entre les mains de chacun d'entre nous. Il nous traite comme de simples consommateurs. Il croit que s'il ferme les commerces, les petits commerces qu'ils prétendent non essentiels, eh bien, nous nous ruerons tous sur Amazon. Et hélas, c'est effectivement trop souvent un piège dans lequel nous tombons. Mais si nous avions l'intelligence, la force, la détermination de mener une guerre économique à nos adversaires, de livrer une guerre par le boycott économique, de boycotter toutes les enseignes qui se montrent les complices de cette tyrannie mondialiste sous prétexte sanitaire, eh bien, croyez-moi, si 30-40% de la population se livrait à cette guerre économique, des résultats seraient atteints plus vite que nous ne le pensons. Le boycott économique a déjà par le passé été une arme économique déployée par les catholiques avec succès, que ce soit notamment à l'époque au Mexique, avant que les Cristeros se révoltent. Le boycott a été avec un grand succès utilisé. En France aussi, l'abbé Xavier Bouvet nous l'a à différentes reprises dans d'autres sessions et universités d'été rappelé. Le boycott économique a été parfois la menace déployée par certains évêques. Eh bien, il est temps qu'à nouveau nous utilisions ces armes. Une autre étape importante pour chacun d'entre nous qu'il faut absolument adopter, même si c'est moins confortable, c'est d'utiliser l'argent liquide. S'il vous plaît, tant que faire se peut, je le répète, je le martèle, mais cela fait aussi partie du Great Reset. Faire disparaître l'argent liquide, parce que quand il n'y a plus d'argent liquide, vous êtes tous entièrement surveillés dans la moindre de vos dépenses. Les banques, comme les mondialistes, d'ailleurs, les banques sont synonymes de mondialistes, mais les banksters et les mondialistes n'attendent qu'une chose, c'est qu'il n'y ait plus d'argent liquide. Parce qu'à ce moment-là, vous serez entièrement traçable dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez. S'il n'y a plus d'argent liquide, la quête le dimanche, elle se fait de quelle façon? Mais par un lecteur de cartes, évidemment, de puces. On sait donc immédiatement que vous êtes un catholique, ou vous allez à la messe. Si vous commandez un livre dans un tel scénario, on sait à quelle plateforme vous vous adressez, quel livre vous achetez, quel auteur vous suivez. Vous êtes un dissident, vous êtes immédiatement dans le collimateur. Dans le cadre de la disparition de l'argent liquide, vous êtes devenu un esclave numérique. Et si l'État vous considère comme un dissident gênant, il vous met à mort socialement et économiquement en 2 clics. Compte fermé, mise à zéro. Et aucun interlocuteur pour recourir, pour vous plaindre dans un scénario de tyrannie de cette sorte. Alors, de grâce, je sais que c'est facile la carte. Je sais que on vous trouve 1001 excuses pour vous dire c'est plus hygiénique, ça vous permet d'éviter le Covid sur votre billet de banque, votre piécette, et en plus de ça, on ne risque pas de vous voler votre portefeuille. Faites preuve de résistance. Votre détermination en ce domaine comme en tous les autres est essentielle. Faites attention aussi à l'argent que vous laissez sur vos comptes en banque. Je vous l'ai dit, la menace grandit, qu'à un moment, les banques se goinfrent sur votre économie que vous aurez laissée sur vos comptes en banque. Donc, là encore, songez qu'il n'est pas utile de leur laisser cette opportunité de se saisir de vos biens.
Un autre élément, c'est le retour à la terre, bien sûr. C'est nous réorganiser. C'est pour ça que j'ai tant tenu à ce qu'il y ait un atelier consacré au retour à la terre. Monseigneur Lefebvre déjà insistait beaucoup sur la nécessité de quitter les villes. Et la situation était pourtant à l'époque bien moins préoccupante que celle que nous promet le Forum économique mondial de Davos. Alors aujourd'hui, il est vraiment indispensable que nous comprenions que dans une situation catastrophique comme on veut nous l'organiser, eh bien, nous nous réorganisions en communauté, en bon voisinage dans les campagnes. Alors je ne vous parle pas de kibbutz, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas de nous organiser en communauté à la façon kibbutz, hein, on s'entend. Mais je vous donne un exemple. Nous allons, pour toutes les activités de Civitas et d'associations amies, acquérir une propriété immobilière très importante au niveau de superficie dans la campagne. Eh bien, nous voulons en faire une base de chrétienté. Et nous voulons qu'elle permette qu'autour de cette base s'agrègent des familles qui auront la volonté de devenir les voisins de cette base, de telle façon que, en cas de coup dur, en cas d'épreuve, nous puissions plus facilement nous épauler, nous aider. Cela demande, là encore, de faire des sacrifices par rapport à certains rêves de carrière, de confort, de belles voitures, de vêtements de marque, etc. Mais il faut choisir. Aujourd'hui, il y a le monde des mondialistes et il y a le nôtre. Et il faut choisir. Et il faut accepter que, eh bien, les promesses de Mammon, elles soient pour les autres. Et que nous les refusions sans avoir la moindre ficelle au pied qui nous ramène sans cesse à refuser les renoncements qu'impose notre combat. Je tiens aussi à dire que la peur doit changer de camp. C'est essentiel à travers tous les indices, toutes les idées, toutes les suggestions de résistance que je vous propose, et je sais qu'il est facile de dire aux autres ce qu'ils doivent faire quand ils ne sont pas dans la situation. J'ai conscience de cela. Mais je pense aussi qu'il est important que je tienne ce rôle. Parce que, bien sûr, perdre son emploi, risquer de perdre son emploi, c'est évidemment grave. Mais finir paralysé à la suite d'une thrombose ou finir entre quatre planches à la suite des effets secondaires et surtout aussi finir damné parce qu'on a succombé à un scandale qui est à la fois moral, politique et médical, c'est plus grave que de risquer de perdre son emploi. Je rappelle, aucun totalitarisme n'est éternel. Je termine parce que vraiment, le temps m'est compté, pourtant j'aurais tant de choses à vous dire, mais vraiment, soyez des combattants. Ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas effrayer par les menaces. Soyez soudés, soyez solidaires, formez un corps comme une armée. Résistez avec force. La vertu de force, vous devez vous en imprégner plus que jamais. Soyez aussi conscients que quand un État se montre tyrannique et menace de devenir violent, il arrive aussi un moment où la légitime défense s'impose. La peur doit changer de camp dans tous les domaines et sur tous les terrains, de quelque façon que ce soit. Les temps qui viennent sont des temps d'insurrection.
Et avant cela, vraiment aussi, liguez-vous. Et Civitas doit permettre que vous vous liguiez. Devenir membre de Civitas, s'engager dans Civitas, prendre des responsabilités dans Civitas, vous former avec Civitas, doit vous permettre de faire face aux épreuves qui s'annoncent. C'est pourquoi j'insiste aussi pour tous ceux qui vont s'engager dans Civitas sur le programme de formation des membres de Civitas qui vient d'être rédigé. Tous les chefs de section qui sont ici en prendront connaissance. Il y a un plan de formation, un programme qui s'étend sur vraisemblablement 2 ans, mais qui doit vous permettre de discerner les choses. Parce que là encore, la question des alliances, par exemple, elle est importante. Beaucoup, je le sais, sont parfois tentés de succomber à des mauvaises alliances en croyant que faire nombre est essentiel. Mais encore une fois, les mauvaises alliances avec des gens qui n'ont pas compris la nature réelle de ce combat ne peut mener qu'à un échec tôt ou tard. Ce n'est pas en nous additionnant à des mouvements politiques dirigés par des invertis et des francs-maçons que nous permettrons le règne du Christ roi demain. Enfin, mes derniers mots de conclusion. Je veux vous citer un document ici qui est important pour montrer que la situation n'est pas celle que l'on vous dit. On nous prétend qu'il faut absolument que vous vous vacciniez. J'ai ici un document qui m'a été fourni il y a une demi-heure. Il est du ministère des Solidarités et de la Santé. Il est daté du 28 mars 2021. Le ministre des Solidarités et de la Santé à Monsieur le Président de la section du contentieux du Conseil d'État. Et il dit, je cite, « Le risque potentiel d'échappement immunitaire au vaccin ne peut être exclu. Une deuxième génération de vaccins ARN est déjà en cours de préparation pour être efficace contre de nouveaux variants. Les connaissances scientifiques actuelles font apparaître en tout état de cause comme prématurées toute différenciation des règles relatives aux limitations de circulation selon que les personnes ont reçu ou non des doses de vaccin. C'est la démonstration de l'imposture de tout ce qu'a dit Macron. En premier lieu, est-il encore écrit, comme on le sait, l'efficacité des vaccins n'est que partielle. Dès le stade des essais de ces vaccins, il n'y avait donc pas de garantie d'immunité associée pour les personnes qui se le voyaient administrer. C'est un document officiel qui le dit. En deuxième lieu, cette efficacité des vaccins est devenue particulièrement contingente du fait de l'apparition des nouveaux variants. Comme l'a rappelé le comité de scientifiques dans son avis du 11 mars 2021, il semblerait que les vaccins actuellement autorisés en Europe et en France présentent une efficacité moindre contre le variant sud-africain. En quatrième lieu, est-il encore écrit, même lorsqu'il a une efficacité sur les personnes concernées, en l'état des connaissances scientifiques, le vaccin ne les empêche pas de transmettre le virus aux tiers. Pourquoi donc faut-il dans ces conditions se vacciner, M. Macron, M. Véran? Et je veux vraiment, maintenant c'est mon mot final, mais il est essentiel, pour tous ceux qui se demandent si sur une bataille comme celle-là, il faut se battre en catholique ou s'il faut, au contraire, taire le fait que nous sommes catholiques pour essayer de faire nombre. Je rappelle ces mots, une fois de plus, de Jean Jaurès. Nos adversaires ont-ils opposé doctrine à doctrine, disait-il à l'Assemblée nationale au moment où nous étions en pleine guerre contre l'Église catholique?
Nos adversaires ont-ils opposé doctrine à doctrine, idéal à idéal? Ont-ils eu le courage de dresser contre la pensée de la Révolution l'entière pensée catholique, de réclamer pour le Dieu de la révélation chrétienne le droit non seulement d'inspirer et de guider la société spirituelle, mais de façonner la société civile? Non, disait Jaurès. Ils se sont dérobés, ils ont chicané sur des détails d'organisation. Ils n'ont pas affirmé nettement le principe même qui est comme l'âme de l'Église. Vous êtes des catholiques, vous avez compris l'essence même de cette bataille. Battez-vous en catholique et émerveillez le monde et faites ainsi œuvre d'apostolat de par le monde, parce que c'est en catholique et seulement en catholique que nous pouvons envisager la victoire dans cette bataille.